Jusqu'à 11h, Philippe Vandel, vous recevez Yann Kefelec. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes romancier, prix Goncourt en 85 pour Les Noces barbares. Dès votre deuxième roman, vous êtes à combien de romans? Trop, et je ne me lasse pas du trop, j'ai même l'impression de commencer. À la rentrée, vous êtes venu nous parler de votre dernier roman, D'où vient l'amour? C'était publié par Calman Levy. Et voici que vous publiez un récit, et même deux récits en un, Suite armoricaine, un texte de vous et un autre de votre père, l'écrivain Henri Kefelec, mort en 92. Ce livre a une histoire. Comment est né ce livre? Alors, il est né dans un tiroir lorsque l'éditeur Jean Le Gall des éditions du Cherche-Midi a retrouvé les mémoires de mon père qui sommeillait depuis un certain nombre d'années et qui promettait d'y sommeiller encore longtemps car la postérité a la vie longue. Mais elles avaient déjà été publiées ou pas du tout? C'était un manuscrit déjà publié en 88 et lorsque Jean Le Gall a relu les mémoires de mon père, il a trouvé qu'elles étaient à la fois pleines de modernité, qu'elles donnaient une vision de la Bretagne, d'une Bretagne disparue, qu'il aurait été donc intéressant de confronter le point de vue du père et celui du fils, c'est-à-dire moi-même, en publiant un texte qui est Suite armoricaine, où il y aura à la fois la vision de la Bretagne vue par mon père et celle de la Bretagne vue par moi-même, le fils. Pour qui ne l'a pas lu, qui était votre écrivain de père, Henri Kefelec? Oh, mon père, c'était un homme extraordinairement simple, bardé de tous les diplômes, qui avait un sens de l'humour forcené, qui parlait grec, latin, hébreu, mais qui ne parlait pas breton et qui en avait honte et qui faisait semblant de parler breton parce qu'il le baragouinait. C'était un homme qui avait la langue française dans la peau, il écrivait comme il respirait, il n'y avait aucune rature sur ses manuscrits. C'est même très impressionnant d'avoir entre les mains les manuscrits d'un livre de mon père. On a l'impression que sa pensée passe directement comme ça dans la phrase, dans le manuscrit, sans aucun doute, sans aucune... Voilà. Vous en parlez avec beaucoup de tendresse, mais il ne vous aimait pas. Ah non, mon père ne m'aimait pas. Non, mais si vous voulez, on n'est pas obligé d'aimer ses enfants, c'est comme ça. On a le devoir de les élever, bien entendu, de constituer un exemple à leurs yeux, de créer chez eux un souvenir impérissable, ce qui est le cas, car mon père m'a laissé un souvenir impérissable, mais aucun doute qu'il ne s'est jamais attaché à moi. Alors, je voulais vous poser une question, et en fait, j'ose plus. J'ai plus osé. Parce que vous écrivez dès la page 8. Je me pose une question en écrivant ces lignes préliminaires, la question qu'un romancier n'entend jamais sans avoir envie de tourner les talons et d'imiter le meu d'une vache égarée. Ça parle de quoi, votre livre? De vous? C'est dommage, c'est une bonne question, je voulais vous la poser, moi. Bon, alors, je ne vais pas faire meux, Philippe Vandel, mais le cœur y est quand même. Hein, et la vache n'est pas loin dans ma voix. Mais si vous voulez, en fait, l'écrivain, il sait ce dont il parle, mais il ne le sait pas complètement. Et le lecteur vient compléter l'idée qu'il se fait de son propre texte. Donc, il attend du lecteur qu'il lui dise ce que contient son livre. Et je ne suis jamais autant heureux que lorsque le lecteur vient à moi en me disant « J'ai lu votre livre, j'ai retrouvé ma propre histoire dans votre histoire, dans ce qui ressemble à votre histoire ». Et c'est ainsi que se crée le dialogue entre le lecteur et l'auteur, qui est un dialogue miraculeux. Alors, vous savez quoi? J'ai lu votre livre et il me reste 3 pages de questions. Ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à 11h. Yann Kefelec avec nous dans Culture Média sur Europe 1. Suite armoricaine, des récits de Yann et Henri Kefelec parus au Cherche-Midi. On en parle jusqu'à 11h, Philippe Vandel. Henri Kefelec qui était votre père, je me suis évidemment intéressé plutôt à votre partie. Vous racontez une Bretagne, la Bretagne de votre enfance, qu'on a peine à imaginer. En 2023, par exemple, vous racontez des discussions avec votre grand-mère. C'est vrai, grand-mère, qu'on est dans les choux? Voyons, dis pas de bêtises. Est-ce que tu crois sérieusement que tu es né dans un chou ou que moi, ta grand-mère, j'y suis né? C'est la grand-mère qui parle, hein. Ils arrivent comment, les enfants? Vous demandez, mais tout naturellement, mon petit chéri. On se marie, on pense très fort au bon Dieu, on ferme les yeux très fort et la maman, elle n'a plus qu'à laisser le bébé germer dans son ventre. Un bébé différent à chaque fois. Le bon Dieu, c'est lui qui donne la vie. On a l'impression qu'on est il y a 2 siècles. Et c'était votre enfance. Oui, c'était mon enfance, mais déjà dans mon enfance, on était un peu rétrograde dans la famille, si vous voulez, donc rien ne se faisait sans la complicité du bon Dieu. Il fallait que le bien et le mal soient là, mais toujours sous le regard de Dieu. Donc effectivement, la naissance des enfants ne pouvait pas se faire de manière naturelle, elle se faisait de façon surnaturelle, et ensuite la nature arrivait au galop. Et puis vous avez aussi connu l'époque où une nourrice de 20 ans venait donner le sein au dernier né du clan. J'ai l'impression, quand j'entends ça, ça m'a rappelé des dessins de l'almanach Vermeaux. Il y a très longtemps. Oui, mais c'était l'almanach Vermeaux et l'almanach Vermeaux en chair, en os et en sein. C'était extraordinaire. Il n'y avait pas le droit, bien entendu, d'évoquer la poitrine féminine dans la famille. Il n'en était pas question. Le mot soutien-gorge n'existait pas. Vous pouviez être chassé de la maison pour l'avoir prononcé.
En revanche, eh bien, voilà, Une petite question, c'est votre famille qui était très particulière ou c'est l'époque et la Bretagne qui étaient comme ça? c'était ma famille bretonne et chrétienne, mais ma famille en particulier. Je ne sais pas pourquoi. Ma grand-mère et ma tante Jeanne avaient été élevées à la Légion d'honneur, à Saint-Denis, donc c'était une institution extrêmement rigide et austère sur le plan des mœurs et sur le plan de l'enseignement de la vie et de la nature. Donc ça redoublait probablement cette espèce de pudeur bretonne à l'égard des choses de la vie. On affirmait sa bretonitude. Je découvre que dans vos lettres, vous signiez Jean et non pas Yann. C'est quoi votre vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Jean-Yann, c'est Jean-Marie. Mon vrai prénom, J'ai mal posé la question. C'est parfaitement posé. Il y a écrit quoi à l'état civil? Il y a écrit Jean-Marie. Mon père se présente à l'état civil pour me déclarer sous le nom de Yann. L'état civil anti-breton, comme on l'était à l'époque. L'administration Bretagne détestant l'administration française détestant la Bretagne refuse le Yann et Jean est devenu mon nom. Et d'ailleurs, j'adore mon prénom de Jean. Mon père m'appelait Jean. J'aime bien quand on m'appelle Jean. Vous avez connu les écriteaux, peut-être c'est une image d'Épinal, dans les salles de classe où il y avait écrit ici il est interdit de cracher et de parler breton? Ah mais bien entendu. Oh non. Pardon, je ne l'ai pas connu. Je connais voilà. L'anecdote. Je connais l'anecdote du pauvre breton qui a ses sabots autour du cou parce qu'il a osé parler la langue de ses ancêtres, sa langue immémoriale, et non pas le français. Je connais ces familles bretonnes, justement, où d'un côté, il y avait c'était la famille de mon père. D'un côté, il y avait les grands-parents, c'est-à-dire ses grands-mères qui ne parlaient que breton, et les autres qui parlaient français. Donc, il y avait forcément une incompréhension qui s'installait. C'est du massacre patrimonial, du massacre culturel, de la part d'un pays qui, lui, la France, qui n'hésite pas à les défendre, les langues perdues du bout du monde. Et vous dites non sans ironie que vous aimiez bien l'époque où les Bretons passaient pour des ploucs. Pour quelle raison? Mais parce qu'ils passent toujours pour des ploucs, même quand on écoute. Mais si, quand on écoute Europe 1 de temps en temps, dès que le mot breton est prononcé, il y a une espèce de sourire qui s'empare de la compagnie. Ah, les Bretons, ça fait rigoler. On ne sait pas pourquoi. Ça vient de la nuit de temps. Le breton appelle le sourire. Les Bretons, c'est Chateaubriand. Mais bien entendu, c'est Chateaubriand. Si Chateaubriand est un plouk, je veux bien être un plouk. Mais parfaitement d'accord. Et non seulement c'est Chateaubriand, mais c'est également Victor Hugo, fils de Sophie Trébuchet, qui était bretonne, mais c'est aussi aujourd'hui le pays d'une identité que tout le monde vient chercher en Bretagne, dans une époque où le pays ne s'appartient plus, l'identité ne t'appartient plus. On vient en Bretagne, là on trouve la beauté du monde, on trouve la simplicité bretonne, la gentillesse bretonne, l'authenticité bretonne, et on en repart avec un supplément d'âme. Vous n'aimez pas voir, on parlait du surtourisme, Romain Desarmes en parlait, vous n'aimez pas voir ces hordes de touristes qui viennent chercher la fraîcheur en Bretagne. Ça vous agace? Non, c'est pas que ça m'agace. Si vous voulez, les Bretons ont toujours été partageurs. Hein. Ils adorent quand on vient les voir et quand on comprend ce qu'ils sont, ce qu'ils donnent. Mais simplement, ce qui m'agace un peu, c'est de voir que l'on massacre les paysages au nom de ce déferlement touristique. Et là, c'est terrible. Ce qu'il faut conserver à la Bretagne, c'est également la beauté des paysages, la beauté du site. Et les sites sont en danger du fait de ce surtourisme. On va en parler parce que votre livre commence par une tirade contre les éoliennes en mer. Culture Média continue. On est avec Yann Kefelec. On va parler musique. Évidemment, c'est la fête de la musique mercredi. Aurélie Sada va nous rejoindre. À tout de suite.